Jeudi 11 août 2022, vous regardez Salam TV et c'est l'émission Angle Mort. Donc bienvenue et bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons évoquer aujourd'hui plusieurs sujets, notamment économiques. Nous allons parler du rapport de la Banque mondiale, mais aussi des prix mondiaux des hydrocarbures. Mais avant cela, avec mes chers invités, nous allons parler du sport, de Zafzaf, avec Yassine Merzougi et Tarek Hafid. Bonsoir Tarek Hafid. Bonsoir. Merci d'être là. Yassine Merzougi, bonsoir. Bonsoir. Merci de il fait très chaud. Non, c'est la saison. C'est la saison. Ouais. Merci d'être là, mesdames, messieurs et mes chers invités. Yassine Merzougi, on commence par le sport. À l'angle mort, finalement, on parle même du sport. C'est bien, Tarek Hafid. Bien sûr. Puisque c'est important, l'événement l'exige. Donc avec le président de la FAF, il n'est plus le nouveau président, c'est bon, c'est le président de la FAF. C'est le président en exercice. En exercice de la Fédération algérienne de football. Il est en déplacement, Yassine Merzougi. Oui, hier il a participé à l'Assemblée générale de la CAF, la Confédération africaine de football, et il a pris l'initiative, je pense que c'était concerté avec les membres du bureau fédéral. Il a pris la parole, il a demandé l'annulation des résolutions du congrès de Casablanca où la CAF a adopté une résolution qui empêche le Sahara occidental d'être membre de la CAF. Voilà, c'était l'erreur fatale de Zetchi. C'était en quelle année? C'était 2019, ouais. Donc enfin, c'était un non-État, pratiquement. Une résolution, le projet était sur la table pendant 6 à 7 mois et personne n'a pris l'initiative de dire non, ça c'est pas le droit international. D'ailleurs, Jahid, il s'est basé sur le droit international, les résolutions de l'ONU concernant le Sahara occidental. Et il a demandé que lors du prochain congrès, ils vont adopter une résolution qui va annuler l'ancienne. Tarek Hafid, l'Algérie a-t-elle les moyens, je parle surtout d'influence, de lobbying, pour pouvoir annuler cette résolution? Est-ce que nous pouvons déjà? Sincèrement, je ne connais pas très bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le sport. le domaine, non, surtout le domaine de fonctionnement d'une organisation aussi importante que la CAF. Mais tout est possible. Tout est possible. Déjà, il y a un changement déjà à la tête de la Fédération algérienne de football, ce qui est déjà important. Il y a une volonté, il y a un dynamisme qui n'existait pas depuis de nombreuses années. Le fait que la RAST puisse être représentée au sein d'une organisation comme la CAF, je pense que c'est parfaitement possible. Il faut juste faire en sorte qu'il y ait les bons leviers, et puis après c'est une question de lobbying qui m'arrête. À mon sens, je pense que c'est possible. Mais c'est important aussi que la race soit représentée, mais absolument partout, parce que c'est son droit. Ouais. Si la race est non, je veux dire pas uniquement la CAF, c'est l'Union africaine, et membre aussi fondateur de l'Union africaine, c'est-à-dire que c'est un État c'est son droit le plus élémentaire d'être représenté dans toutes les organisations continentales. Surtout dans la CAF, quand même une organisation très très importante, très influente. Mais comment s'est-il passé déjà? Comment on a pu passer à côté d'un tel événement? C'est dommage quand même qu'on la retrouve en dehors de la CAF. C'est un pays colonisé, mais c'est un pays reconnu par beaucoup de pays africains. C'est ça. Zetchi, ما جبتوا لا انا لا انت لا حتى واحد جابوه العصابه. Ils vont assumer historiquement cet échec. Bon, البارح il y a eu de l'agitation de la part du Marocain Lakja. D'ailleurs, il a provoqué tout le monde par le fait qu'il débarque à bord d'un jet privé. Carrément, oui. Carrément, le président de la FIFA qui était là est venu par un vol régulier.
et le président de la fédération marocaine de football débarque, apporte un avion, de la rame. Il était avec les siens. Donc c'était une manière de provoquer. Mais Djahid, quand même, il a ses réseaux à l'intérieur de la CAF. Est-ce que nous pouvons déjà, est-ce qu'on a le lobbying nécessaire, l'influence nécessaire pour cela justement? Parce que pour faire face, il faut vraiment être costaud. Il a eu un tête-à-tête avec le président de la FIFA, Fantino, qui l'a félicité à cette occasion. Il a eu des discussions avec beaucoup de représentants de fédérations locales. Et donc il a l'adhésion de tout le monde. Et maintenant, on peut dire que c'est peut-être un scoop, que l'Algérie, l'année prochaine, sera membre de l'exécutif de la CAF. Ah oui, c'est une information ou juste une prévision? Non, je ne fais pas de prévision. Je ne suis pas Madame Soleil. Visionnaire assez. Non. Quand je dis, c'est en collectant un certain nombre d'informations. Et de toute façon, l'élection au sein de l'exécutif, c'est un ensemble d'alliances. Oui. Donc, c'est un peu ça. Elle a une carte à jouer, l'Algérie? Bien sûr. Parce que le retour au Chnatelek, c'est ça, ce qu'elle a une Non, carte c'est-à-dire que tu appuies ma candidature à l'exécutif, je peux appuyer ta candidature à la commission organisation, par exemple. Donc, c'est un jeu d'alliance. C'est à partir de là. D'accord, donc l'Algérie pourra imposer alors ça. Elle sera présente dans l'exécutif en 2023. Inch'Allah, on l'espère bien, et de là, peut-être avec la présence d'un Algérien dans l'exécutif de la CAF, on pourra peut-être organiser une CAN, pourquoi pas, prochaines années. Oui, déjà, il est question de retrait du pays organisateur de l'édition 2025. Il est fort possible que l'Algérie récupère l'organisation. De 2025 qui est prévu, pas en Côte d'Ivoire 2023. 2025, donc c'est... Je crois que c'est la Guinée. Guinée. Possible qu'elle récupère. Parce qu'ils n'ont pas avancé sur la réalisation des stades. Et l'Algérie a toutes les chances d'arracher l'organisation de cette édition. Ouais, surtout qu'après avoir organisé brillamment les Jeux méditerranéens. Donc, et puis on a la CHAN l'année prochaine aussi. Oui. On l'espère, Yassine Malzougui, on espère pour Tarkafil qui va regarder tous les matchs. Qui va se mettre au football, oui. Je voudrais juste évoquer la question de l'affaiblissement à un certain moment de la diplomatie algérienne. Surtout le dossier du... Non, je ne parle pas du football, mais c'est un peu dans le même... Dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que si il y a eu le forcing du Maroc avec certains pays africains pour que le Maroc revienne donc dans cette nouvelle formule, donc tu as l'Union africaine après avoir quitté justement l'OUA les années 80, c'est que malheureusement à certains moments la diplomatie algérienne a été absente. Et c'est vraiment c'était l'exemple même de ce qui ne devait pas arriver. C'est arrivé, il me semble que c'était en 2017. L'absence de l'Algérie, même au sein des structures de l'Union africaine, qui était flagrante. Là, maintenant, il me semble que c'est en train de changer, et puis c'est tant mieux. La Mamra, peut-être, est en train de faire de belles choses en matière de diplomatie. Pourtant, il y était en 2017, avant. Mais c'est d'abord une politique. C'est une politique. C'est ça. La problématique est là, justement. Tu es ministre d'une république qui a décidé de vivre en marge du continent. Ouais. Donc, tu peux rien faire. Oui, parce qu'on n'avait pas un président peut-être capable de faire face, capable de s'imposer. C'était ça, il était malade. Il était malade, ou la caché. Habibna. Cacher le sceau, hein. Carrément. Cacher le cachillette. Oui, exactement. Le sceau présidentiel, c'est le sceau de la République. Le sceau de la République. Carrément. Rabbi Starna. Non, on peut dire ça. Je pense qu'avec du recul, on peut penser qu'effectivement, ça aurait pu être pire. Ouais. On aurait pu subir pire.
Il y avait pire, on va en parler tout à l'heure, Yassine Merzougui, puisqu'on va parler de la Banque mondiale, de Cheikh Khalil. Donc, ce que on disait tout à l'heure que on a parlé tout à l'heure sur ce qui est plus grave, c'est que sur son attaque, Voilà. Cheikh Khalil. Non, il ne fait pas la différence entre... Non, off si, et si, off on et est là, on. si, parce qu'on a déjà parlé. Il a déjà évoqué ça dans une autre émission. Mais avant cela, nous allons parler du rapport de la Banque mondiale, Yassine Merzougui, qui l'estime, bien sûr, en faveur et favorable à l'Algérie. Yassine Non, Merzougui, non. c'est ça? Non, je pense qu'il C'est a mitigé été- tout de même. Hein? Non, non, c'est juste. Il a été juste cette fois-ci. Auparavant, les rapports de la Banque mondiale, ils ne racontaient pas de bêtises quand même. Mais ils te donnaient chaque fois des perspectives sombres. Maintenant, même s'ils ne nous aiment pas, ils ne peuvent pas le dire maintenant. Pourquoi il vous aime pas? Bon, parce qu'il y a des membres qui travaillent sur le dossier. Oui. Il y en a Sur le certains qui dossier n'aiment. Algérie. Oui, il y D'accord. en a certains qui n'aiment pas l'Algérie. C'est Qui- clair. Est-ce qu'on peut leur nationalité au moins, par exemple? Ah, خلينا منهم. C'est pas ça le Non, c'est problème. important. Si la Banque mondiale n'aime pas l'Algérie, شكون اللي ما يحبناش؟ حنا كاين 3 و 4 ناسيون اللي ما يحبوناش، الباقي كاع ما le يحبونا. Maroc, l'Israël, زيد c'est tout. زيد وماماك Qui je connais, qui? ماماك c'est clair. D'accord. Et l'Espagne, ces dernières années aussi? Bon, c'est un petit enfant un peu qui fait un peu le chahut. Il a été remis à sa place وهذا ما كان. D'accord. La Banque mondiale titre Algérie renforcer la résilience pour mieux faire face au choc futur. Certains disent à l'exemple de Yassine Merzougui qui dit que c'est un rapport en faveur de l'Algérie. Cette fois-ci, il est aux côtés, enfin, il est objectif. D'autres disent que ce rapport parle plus de l'apport des hydrocarbures. Ben, les prix sont hauts, c'est tant mieux. Le prix des hydrocarbures ont augmenté, c'est tant mieux. Il y a une volonté des partenaires, surtout européens, de pouvoir travailler avec l'Algérie et c'est tant mieux. Maintenant, je pense que les rapports adoptés à la Banque mondiale, comme de toutes les organisations, je pense qu'il faut les prendre juste comme étant à titre informatif et sans plus. C'est-à-dire, ça va pas, c'est pas un rapport qui va bouleverser l'économie d'un pays. Il faut juste. Oui, mais Simplement, on a un problème. Non, on a un chez les problème. investisseurs, par exemple, étrangers. Je pense pas que ça soit ça qui va dissuader des Non, investisseurs de oui. venir. Non. On a un problème en Algérie, je pense, c'est qu'on se regarde trop à travers les yeux des étrangers. Ça, c'est un problème. Et surtout à travers les yeux des Européens et surtout des Américains. C'est peut-être un complexe, mais bon, avec le temps, peut-être que ça arrivera. Le complexe. Dans le cas, par contre, de la Banque mondiale, ce qui serait intéressant, j'ai déjà discuté avec un Algérien qui a travaillé justement dans de grandes organisations internationales. En Algérie, le gouvernement algérien ne s'appuie pas assez sur les mécanismes de la Banque mondiale, alors que c'est un droit pour tous les pays, c'est-à-dire de faire en sorte de profiter de certains mécanismes que je ne connais pas concrètement, de profiter des formations, de placer des fonctionnaires de l'État algérien au sein d'une organisation comme la Banque mondiale. Il y a mille et une choses que l'Algérie pourrait faire et peut-être que nous ne faisons pas assez. Les formations, on n'en profite pas. Par exemple. D'accord. Donc, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette fois-ci, ils sont restés dans l'esprit d'ingérence. C'est-à-dire, personne ne les a invités à nous donner des conseils. Et ils se permettent en titre de mettre une recommandation. C'est-à-dire que là, c'est un peu vicieux. Donc, bon, mais c'est pas ça le problème. L'essentiel que, par rapport aux autres pays, l'Algérie a traversé la période de Covid avec moins de dégâts. Ouais, et la Banque mondiale salue également la réduction du déficit budgétaire global qui est passé de 12 à 7,2% du PIB. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. On a commencé
l'année avec la loi de finances avec 15 milliards de déficit. Bon, les prévisions, c'était entre 12, mais finalement, avec 7 milliards de déficit, ça représente quelque chose comme 3% du PIB, c'est pas grave. Donc on n'est pas dans la fourchette des 10% du PIB. ما تنساش, si on prend un pays comme la France par exemple, يضلوا يحلوا فمهم يعطونا الدروس. Le déficit, il est à 10% pratiquement du PIB. Parfois il le dépasse. La dette, elle est à 120% du PIB. Donc c'est un pays pratiquement avec une économie pourrie. Et ils se permettent de donner des leçons aux gens. Ils disent la France. D'accord. Yassine Tarek Hafid et la Banque mondiale dit aussi que le rebond de l'économie a toutefois souffert. Donc, il constate qu'il y a un rebond de l'économie. Cependant, a souffert d'une baisse de l'activité agricole et d'une reprise incomplète dans le secteur manufacturier public. Ils constatent quand même des lacunes. Il y a des lacunes quand même. Ils doivent quand même constater des lacunes. C'est En normal. 2021, il y a beaucoup d'usines qui étaient fermées à cause du sûr. Covid, Covid, surtout les premiers mois. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un fait là. Mais l'Algérie a retrouvé son niveau pré-Covid. Selon la Banque mondiale, c'est bon. Maintenant, oui. là, c'est... Maintenant, ce qu'il faut, c'est relancer les investissements, encourager beaucoup plus les investissements, autant nationaux qu'étrangers, et puis prendre des décisions qui vont aller vers plus d'ouverture et rassurer les investisseurs, rassurer, on va dire, même des consommateurs. Dernier point, ils parlent aussi du chômage. Ils disent que ça ne baisse pas, le taux de chômage en Algérie. Ça reste un handicap pour la croissance économique. C'est sûr, mais on parle, c'est le bilan 2021. L'économie n'avait pas repris à 100%. Maintenant, le chômage, je pense qu'il a baissé considérablement puisque le bâtiment a repris, le transport a repris, les endroits fermés ont tous été réouverts, donc il y a plus d'emplois. Nous restons toujours dans l'économie nationale et mondiale. Avant d'aller à d'autres sujets, Yassine, nous restons dans les prix du pétrole qui étaient stables cette semaine, Yassine Merzougui. Il n'y avait pas une baisse importante. Oh non. Les prix du pétrole ont passé toute la semaine pratiquement en dessous de $100. Et ça, c'est un fait. En dessous. En dessous, oui. Ouais. Je pense lundi, le prix du baril a descendu jusqu'à $92. Bon, il y a eu une fluctuation importante ces derniers temps. Mais ça, je pense que c'est l'effet américain. Le Biden, hier, ils ont publié l'état de l'inflation qui est au-dessus de 8. Ça a provoqué énormément de craintes aux États-Unis. Donc le Biden, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'ennemis. C'est dangereux, hein, 8% d'inflation Oui, dans sûr. un pays comme les États-Unis. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc Biden n'a pas beaucoup d'ennemis politiques. Il a bien sûr la Chine, la Russie et l'inflation. Et face à l'inflation, il ne peut rien faire. Il peut insulter Poutine, dire que c'est un criminel de guerre, tout ce qu'il veut, mais face à l'inflation, il est face à la population, face aux consommateurs. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a en novembre des élections où les républicains risquent de revenir à la charge. Donc, par peur de l'inflation, il est en train de puiser dans les réserves stratégiques des États-Unis. Donc il est en train de puiser dedans, de débarquer sur le marché avec de grosses quantités de pétrole, justement pour pousser à une baisse drastique dans les prix du pétrole. Et c'est pour ça qu'il y a une fluctuation énorme. Et même l'OPEC, on se rappelle la semaine passée, ils ont décidé de l'augmentation 100 000 barils. C'est tout. Limité. C'est très limité. C'est pas ce que voulait Biden.
Il voulait une augmentation forte pour agir sur les prix. Et maintenant, il essaie d'agir sur les prix en puisant sur son stock stratégique pour diminuer la pression, pour diminuer l'inflation et affronter les élections en novembre avec moins d'inflation. Est-ce que malgré la tournée de Mohamed Ben Salman, la tournée européenne, on s'attendait à un rebond des prix, mais quand même c'est stabilisé à moins de $100 toute la semaine? Alors là, je ne pense pas que ça soit lié directement à la tournée de Ben Salman, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde attendait que Ben Salman augmente. Bien sûr, c'était ça, le deal, c'était on oublie un peu ce qu'on te reproche, mais faites un geste sur la quantité et à mettre sur le marché. Je pense que là, les prochains mois nous diront si effectivement au Moyen-Orient, les États-Unis ont perdu réellement de l'influence. Et je pense que c'est le cas. La solidarité intra-OPEC. Et voilà, et plus la solidarité intra-OPEC, avec une forme de solidarité, même si elle n'est pas écrite, etc., en tout cas, entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et ça provoque des effets sur le marché. Mais là, il faut s'attendre avec l'entrée de l'hiver. Les prix actuellement, c'est pour octobre, novembre. Livraison 2-3 mois. Livraison généralement 2 mois. Voilà, 2 mois. Donc il faut s'attendre avec l'entrée dès le mois de septembre, octobre. On va voir un peu, quand il fait très chaud en été, généralement, les hivers sont rudes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Non, de toute façon, l'échéance chez Biden, c'est les élections. C'est les élections. Donc, c'est quel novembre. pic d'ici la fin de l'année, quel pic pourra-t-on avoir des prix? Il y a une étude faite par Goldman Sachs, qui est la plus grosse banque du monde. Ils ont dit si la Russie réduit sa production de 3 millions de barils par jour, le baril va atteindre $180. Et s'il y a une réduction de 5 millions de barils, le prix du pétrole va atteindre quelque chose comme $340. Carrément, ça sera l'effondrement du monde. Ah oui, ça va. Quel est le scénario le plus proche? Je ne sais pas, je pense que l'Occident va cesser un peu de provoquer Poutine. Parce que si tu as du pétrole et du gaz, tu es autant puissant que celui qui détient l'arme nucléaire. Et des armes et du nucléaire, donc. Il a tout. Il a le nucléaire. Il a l'énergie. Et il a l'énergie. Donc, et il a un rouble fort. Il a un rouble fort. Est-ce qu'il pourra réduire au moins de 2 à 3 millions de barils? Il va réduire et avoir une recette meilleure. Il va gagner en valeur. Il va réduire quantité, les quantités. Il va avoir une recette supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc quantité moins, mais prix plus. D'accord. Justement, si on parle, pour finir cette première partie dans l'économie mondiale, est-ce que la Chine est partie, pas se dirige, est partie dans la dédollarisation de ses achats, surtout en tout ce qui est hydrocarbures? Est-ce que ça va influencer justement ça? Ou bien ça va juste jouer sur le dollar? Ça, c'est une décision qui a été prise lors de la dernière réunion des BRICS, qu'ils s'échangent les membres des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils vont s'échanger les marchandises et les services avec leur propre monnaie. C'est-à-dire yuan contre rouble, rand contre... Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ils ont évacué le dollar de leur business. Et ça a été fatal. Pour le dollar. Depuis hier, il a perdu quelque chose comme 3% par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Donc, tout ce qu'il avait gagné auparavant, il commence à le grignoter. La Chine, c'est vrai, un seul pays, mais c'est énorme comme transaction ce qu'il fait. C'est la plus grosse, la plus grande réserve de dollars en dehors des États-Unis. Donc, si tout le business fait en dehors du dollar,
le dollar va prendre un coup. On peut se passer du dollar, Tarek Hafid. Sincèrement, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être, il faut déjà revenir sur un élément qui est important, c'est que par exemple, si on parle de la Russie, les échanges entre l'Algérie et la Russie, ils sont pas énormes, hein, Mais avec la Chine, si. mais avec la Chine, si. Avec la Chine, si. Là, on parle par exemple du rouble, quand même, qui est une monnaie qui est en train de se tenir actuellement. Si les échanges augmentent entre l'Algérie et la Russie, il est possible que le choix se fasse sur des transactions en rouble. Et peut-être un jour en dinars. Ça peut se faire, Yassine Mazougui. Oui, En dinar, pourquoi pas? oui. À savoir. Si on a une économie un jour... Tu as une économie Ben oui. forte. L'économie Qu'est-ce qui forte, t'empêche? bien sûr. Maintenant, c'est une mesure protectionniste. Parce qu'on n'a pas une économie forte. Hum. Mais le jour où on va avoir une économie forte, on peut aller vers la libération. Il nous reste beaucoup de chemin pour avoir une économie forte selon la direction actuelle, selon le gouvernement actuel, selon la présidence actuelle. Yassine Mazougui. Il va me dire oui, bien sûr. Non, ah oui, On se oui. dirige vraiment vers... Oui, on se dirige, vers une mais économie. à quel rythme? On peut élaborer un programme sur 5-10 ans et aller vers un change partiel du dinar. C'est par palier, on peut le faire. C'est faisable. Est-ce que M. Tebboune a dans ses plans cette politique de relancer l'économie, de booster l'économie, de faire une vraie économie qui ne se base pas seulement sur les hydrocarbures comme le cas actuellement? En dehors du Japon, de la Corée et de la Chine, il n'y a pas de vraie économie. Parce que dire une vraie Corée du économie, Sud, ouais, c'est fort aussi. ce sont les trois économies asiatiques qui ont pu s'imposer. Le reste, ils essayent, chacun à sa manière. Il y a l'Allemagne et la France. Non, l'Allemagne est trop dépendante. La France s'est tiré une balle dans le pied en allant vers la délocalisation. Maintenant, khlas, c'est terminé. Ils ne peuvent plus reprendre le chemin du travail. Même le citoyen français, تعلم شوية فنيين, طاحوا في le jeu, aller vers la pollution, la COP26, toutes ces histoires. Et maintenant, ils sont otages des Verts. Ouais. كيما حنا زوج كمشات في لا غروند بوست يقول لك حنا نحكموا في الدوله. زوج كمشات. إيه. Mais c'est des Algériens honnêtes. C'est des Algériens, comme ils ont le droit d'occuper la grande poste et de faire, n'est-ce pas? روح للولايات J'ai d'Alger. occupé la grande poste, mais je dirais De- le droit de manifester, de montrer leur mécontentement. Non? C'est-à-dire que Même le président Tebboune a dit le Hirak Moubarak, il a... oui, الحراك initial pas صحابك هادو خارجين ولي جينيرو ديجاج وتهضروا في واحد الهضرات Bah, le خارجه. temps leur a donné raison, il y a des généraux en prison. Ils ne parlaient pas de l'institution, ils parlaient peut-être de ceux qui sont en prison, qui sont accusés de plusieurs chefs d'inculpation. ما يترباوش. Merci Yassine Mazougui, on a fait 28 minutes, merci Yassine Mazougui, merci Tarek Hafid. On se retrouve en deuxième partie pour parler de Djizi, de l'affectation des usines de Hisaba de Yassine Mazougui, de Haddad et Kouninef. Il y a des usines qui sont affectées, donc qui sont nationalisées, c'est ça Yassine Mazougui. On parlera aussi des incendies de Kabylie une année plus tard. On se retrouvera dans un petit moment, restez avec nous.